Je m'appelle Guillaume Barral. Je vais vous présenter une intervention intitulée Enseigner les relations entre les sociétés humaines et la nature avec un jeu vidéo. Alors déjà, je vais me présenter brièvement. Donc, je suis enseignant de géographie, histoire, EMC, au lycée de la Côtière, donc dans l'Académie de Lyon. Et je tiens à la géographie en premier et pas l'histoire. Je suis géographe. Et je suis aussi formateur du collectif Histoire-Géographie au sein de l'EAFC de Lyon, de l'école académique de formation continue. Donc je forme aussi des collègues justement à des usages plus ludiques en géographie. Donc là, j'aurai une posture qui est à la fois celle d'un enseignant et d'un formateur. Donc pour commencer, je vais vous présenter brièvement le plan de cette intervention. Donc je vais d'abord vous présenter une introduction à l'usage des jeux vidéo en classe de géographie, comment on les introduit, quels intérêts, etc. Un deuxième temps sur jeux vidéo et urgence écologique, où là je vais vous présenter justement les jeux vidéo sur la thématique écologique. Quel lien on peut faire entre ces deux thématiques aussi? Est-ce que les entreprises vidéoludiques sont éco-responsables? Bon ben non, je vous le dis tout de suite. Et enfin, un exemple d'utilisation de jeux vidéo en classe avec Inwa, History, Nice and Time, qui porte pas tout à fait sur le thème des urgences, mais en tout cas sur le lien entre environnement et société plus largement. Voilà, et je vous en parlerai après. Donc déjà, dans un premier temps, une introduction. Et cette question qu'on se pose déjà tous, pourquoi jouer? Quel est l'intérêt de jouer avec des élèves en classe, on pourrait se dire, tout de suite. Et la première chose, en fait, c'est que ça sert avant tout à motiver les élèves. En fait, utiliser un jeu en classe, c'est ce qu'on appelle ludiciser des pratiques. Ludiciser des pratiques, ça veut dire utiliser des mécanismes qui sont traditionnellement associés à des jeux, dans des contextes qui ne sont pas des jeux. Sauf que le problème, au départ, souvent, quand on fait ça, c'est que les élèves le font pourquoi? Pour des récompenses. Et en ces cas-là, on va se dire, par exemple, à la fin, tu auras une bonne note. Alors c'est bien, certes, sauf que ça fait appel à une forme de motivation qu'on appelle la motivation extrinsèque, où c'est pas l'élève qui le fera pour lui-même, parce qu'il est vraiment intéressé par l'activité, mais justement parce qu'il va trouver une récompense là-dedans. Donc le but, c'est pas simplement de ludifier les pratiques, mais de les ludiciser, d'intégrer des éléments de jeu en classe, mais aussi pour que les élèves jouent pour être motivés de manière intrinsèque. Ça veut dire pratiquer de manière volontaire une activité pour l'intérêt qu'elle présente en elle-même. Donc un jeu, y jouer parce qu'on y trouve un intérêt. Et ça, c'est ce qui est le plus souvent difficile quand on utilise des jeux de n'importe quelle forme que ce soit. Ensuite, deuxième chose, donc pourquoi jouer? Parce qu'on apprend des formes de soft skills. On n'apprend pas forcément des connaissances en tant que telles lorsqu'on joue. Par contre, on peut avoir des compétences qu'on appelle socio-comportementales. C'est-à-dire que jouer, ça fait appel à la fois à la connaissance et la maîtrise de soi. Par exemple, lorsqu'on joue, on va mieux se connaître en tant que personne. On va aussi avoir une conscience des autres, c'est ce qu'on appelle la conscience sociale. On joue, mais généralement on joue pas seul. Quand on est en classe, on joue avec des autres. On a aussi une faculté à établir des relations plus saines, parce que si on joue avec des individus, on établit aussi de meilleures relations avec eux, et on se connaît. Et au sein d'une classe, c'est important. Et au sein d'un groupe, quel qu'il soit d'ailleurs. Et après, des capacités aussi à prendre des décisions plus responsables. À chercher à prendre des décisions, on apprend à mieux les prendre, justement. Et dernier temps, c'est atteindre ce que la recherche appelle le flow state, c'est-à-dire un état de concentration. L'intérêt de jouer, c'est aussi que les élèves vont être certes motivés, mais aussi plus concentrés. Et là, c'est ce qu'avait dit Cizeltan, enfin bref, son nom, là, voilà, en 1990. Je vous donnerai la bibliographie à la fin, si ça vous intéresse, et le diapo, pareil, s'il y en a qui sont intéressés par des recherches sur la question. Donc là, il y a un ouvrage tout récent, si jamais je vous donne son nom, Enseigner et former avec le jeu, qui est passionnant, Eric Sanchez, qui est vraiment la personne qui travaille sur ça, et qui justement explique que le jeu permet de développer l'autonomie, la confiance, la créativité, avec des formes pédagogiques innovantes. Et il est sorti en tout début 2023. Sauf que ces pédagogies ludiques sont certes bien, mais le plus souvent, c'est des pédagogies qu'on appelle ludiques, mais invisibles. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'aborder justement les activités par le jeu, ça va certes engager les élèves, mais ça va aussi parfois rendre les activités plus difficiles à comprendre. Parce qu'on utilise par exemple un jeu vidéo qui n'est pas du tout fait pour être utilisé en classe, on va le détourner de son but initial, et en le détournant, en fait, il y a certains élèves, en particulier ceux des milieux les plus défavorisés, c'est ce que montre Gauthier en 2006, qui vont avoir du mal à comprendre les intérêts des jeux vidéo, etc. Donc ça va se rapprocher de pratiques qu'on appelle des pédagogies invisibles, aussi la pédagogie par détour. Et donc là, c'est pour ça qu'il faut relativiser l'intérêt global des jeux, de manière générale, et des jeux vidéo en particulier. Ensuite, là je vous montre une image tout de suite de SimCity, un exemple de jeu sur le jeu vidéo. Et pourquoi cette image? Parce qu'en fait, c'est issu d'un article, celui de Termination et Ruffroy, qui sont les premiers chercheurs à avoir travaillé sur le jeu en géographie. Donc justement, en cours de géographie, quel est l'intérêt de jouer? Il y a 3 intérêts que ces auteurs ont trouvé à partir de leur article. Le premier déjà,
c'est que jouer en géographie, ça permet de pratiquer l'espace, d'incarner des acteurs. C'est ce que vous avez pu voir pour certains. Si vous avez joué à Ingwa, on incarne des acteurs, on pratique le Grand Nord canadien, etc. Donc on est mis à la place d'eux et on comprend aussi les représentations de ces personnages. Deuxième chose, c'est que ça permet de parfois modéliser, expérimenter, simuler. C'est le cas de SimCity, à créer sa propre ville. C'est aussi les cas de civilisation, à créer sa propre civilisation. On va simuler un territoire, simuler les enjeux politiques, écologiques, économiques qu'il y a derrière un territoire. Et enfin, ça permet de comprendre et analyser aussi l'espace virtuel comme un territoire. Parce que l'espace virtuel, et c'est aussi un territoire où il y a des pratiques, soit un code, soit un ludique, etc. Et ça, le comprendre avec les élèves, c'est pas mal. Et ces trois éléments montrent en fait qu'il y a une pertinence à utiliser les jeux vidéo avec les élèves. Maintenant, la question est de savoir comment on fait. Alors, si vous souhaitez par contre en savoir davantage, je vous mets juste quelques références. Déjà, actuellement, il y a des références de Romain Vincent en sciences de l'éducation et en histoire. Il est en train de faire sa thèse et il a écrit un article tout récent. Faire entrer le jeu vidéo en classe, les cultures ludiques juvéniles au prisme des pratiques enseignantes. Il est sorti il y a quelques jours. Et c'est lui qui est le spécialiste plutôt en histoire quand même, didactique de l'histoire, parce que la géo est toujours laissée. Et après mes travaux, j'avais fait aussi un article pour un colloque récemment, faire cours d'histoire-géographie avec Assassin's Creed Odyssey et Papers, Please. J'en parlerai pas aujourd'hui, si vous voulez y aller, je vous laisse le prendre en photo, prendre les notes. En tout cas, c'est bon, tu peux passer. Donc ensuite, jeux vidéo et urgence écologique. Avant de s'intéresser à un exemple d'activité, je vais juste vous présenter globalement le contexte. Déjà, il faut savoir que, bien évidemment, l'industrie vidéoludique est peu éco-responsable. Pourquoi? Il y a juste un chiffre que je vais vous donner. C'est le chercheur Frédéric Bordage qui le donne. Il faut savoir qu'en une année, l'industrie vidéoludique rejetterait 37 millions de tonnes d'équivalent CO2. 37 millions de tonnes d'équivalent CO2, l'industrie vidéoludique, c'est-à-dire tout ce qui est la construction des plateformes, des data centers pour les données, des jeux vidéo, etc., etc. Donc tout de suite, c'est pas éco-responsable. Donc qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Il y a un article de reporter sur la question écrit par Kerinek tout récemment qui dit qu'il y a plusieurs solutions. On peut travailler après sur l'équipement, des jeux moins énergivores, c'est ce qu'on appelle de la low-tech, faire des graphismes qui sont plus simples, aller vers le cloud gaming, ou bien mutualiser les consoles, par exemple. Il y a des pratiques plus responsables qui existent. On ne changera pas l'industrie vidéoludique en parlant aujourd'hui. Ensuite, deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'après avoir parlé de cette industrie vidéoludique, maintenant, qu'est-ce que les joueurs, les gamers, pensent du changement climatique et de ces entreprises vidéoludiques? Il y a un rapport récent de 2022 qui est sorti sur les joueurs aux États-Unis et ce qu'ils pensent du changement climatique, qui montre plusieurs choses. Bon, c'est en anglais. Là, par exemple, c'était la question à quel point vous êtes d'accord ou en désaccord avec les phrases suivantes. Par exemple, il est déjà trop tard pour faire quoi que ce soit sur le changement climatique. C'est une question qui a été posée à des gamers aux États-Unis. Et bien là, ils disent que de manière générale, ils sont plutôt en désaccord pour dire qu'il est trop tard pour agir. On peut encore agir. Donc déjà, ils ont une conscience écologique en quelque sorte, disons ultime. Ensuite, est-ce que l'action d'un seul individu ne va rien changer au changement climatique? Là, on voit que ça commence à être un peu plus partagé déjà. Il y en a certains qui pensent que l'action d'un individu ne changera rien, d'autres l'inverse. Et ensuite, on voit que, est-ce que les nouvelles technologies peuvent aider à résoudre le changement climatique, et notamment le réchauffement climatique? Là, on voit par contre commencer à apparaître que oui, les nouvelles technologies pourraient servir. Oui, oui. C'est ce qu'on voit sur One Degree ou Strongly Agree. Alors, ce qui est un peu problématique de se dire qu'avec les nouvelles technologies, on va résoudre le changement climatique. Car c'est toujours aller plus loin. Quand on fait des nouvelles technologies, on utilise après des matériaux problématiques en Asie, en Afrique ou autre. Donc, bref, ça pollue dans tous les cas. Et après, autre assertion, la plupart des joueurs pensent justement que l'industrie vidéoludique a une responsabilité pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de CO2 notamment. C'est ce qu'ils disent là, à 56%, l'industrie vidéoludique a la responsabilité d'agir sur le changement climatique et le réchauffement, et ils devraient justement réduire leurs émissions de carbone. Voilà, je vous ai posé le contexte. Maintenant, en fait, quand même, ce qui se passe aujourd'hui de plus en plus, c'est qu'on a des jeux vidéo à thématique écologique qui sont de plus en plus nombreux. Là, je pose deux questions. Est-ce que ces jeux sont plus nombreux parce qu'ils ont une envie, justement, par exemple, de conscientiser les joueurs aux problématiques environnementales? Ou bien est-ce que c'est la volonté surtout de capitaliser sur l'urgence climatique actuelle et juste de commercialiser encore plus, de se faire de l'argent parce que c'est le changement climatique et on veut qu'ils achètent? Je vous laisse réfléchir par vous-même, je pense que vous avez la réponse. En tout cas, il y a différents types de jeux que moi j'ai pu rassembler ici. C'est pas une liste in extenso, mais vous en avez une grande, des types déjà que j'ai proposés. Vous avez déjà ce que j'appellerais les jeux élémentaires. En gros, avec le changement climatique viennent des changements liés aux éléments. La montée des eaux, ici dans Submerge par exemple.
Abzu, c'est les jeux vidéo qui sont plutôt sur il faut protéger les fonds marins. Ensuite, vous avez des jeux comme The Long Dark ou Frostpunk qui ici montrent une glaciation, d'accord? Alors c'est pas du tout ce dans quoi on est actuellement, mais c'est une possibilité. Vous avez des journées à l'inverse qui montrent réchauffement aussi. Ensuite, vous avez un autre type de jeu, c'est ce qu'on appelle les jeux à simulation d'univers, ici. Ce qui est Floodland, ici c'est par exemple les glaciers ont tous fondu, ben là justement il y a une montée des eaux. Civilisation 6 Gathering Storm, ça vous montre le changement climatique et comment il fonctionne aujourd'hui véritablement, qu'est-ce qu'on pourrait faire face à ça en tant que civilisation. Et là après vous avez encore un autre type de jeu qui sont les jeux plutôt post-apocalyptiques, où là vous avez Horizon Forbidden West par exemple, où on voit un monde qui est en train de voir apparaître une érosion des ressources. Vous avez Half-Life, là c'est un jeu vidéo plus ancien où les êtres humains ont détruit leur environnement, et ben ils sont face à ça, justement, qu'est-ce qu'ils font? Et vous avez Journey où là ils ont carrément fait disparaître toutes les ressources, il reste rien, si ce n'est vous qui parcourez un immense territoire désertique. Bon, ce jeu-là je l'avais étudié au FIJ l'an dernier, c'est pour ça, je vous montre là, petit jeu vidéo indépendant, très sympa. Après, si vous souhaitez en savoir davantage sur ces jeux vidéo, pareil, des petites références bibliographiques que je n'aborderai pas plus avant. Sur Civilization 6 Gathering Storm, vous avez l'article récent de Boutonnet et Baruka Packard en 2022 sur la simulation des changements climatiques dans Civilisation. Et après, sur Abzu, vous avez aussi de Trépanier Jobin, Charchang et Largo Ortega en 2023, un article encore plus récent sur les limites et possibilités d'un jeu vidéo à thématique écologique sur Abzu. Voilà. Je vous laisse si vous voulez prendre des photos, écrire les références, je vous laisse 2 secondes. Donc ça, c'est les genres d'études qu'il y a sur la question, sur les jeux vidéo et le changement climatique. Les jeux vidéo à thématique écologique. Et après ça, en fait, il y a une catégorisation possible qui est aussi proposée par 2 chercheurs, Abraham et Jayeman, en 2017. Ils disent que parfois l'environnement est utilisé as backdrop, c'est-à-dire en toile de fond. En fait, l'environnement, on s'en fout dans les jeux vidéo à thématique écologique, c'est une toile de fond. On le montre juste comme ça. Deuxième type, c'est environment as resource, mais l'environnement comme ressource, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour ses ressources et c'est tout. Donc là, une vision purement utilitariste de l'environnement. Troisième vision, c'est l'environnement comme antagoniste. Et là, on rejoint un peu Descola, Descola sur nature-culture, l'opposition entre ces 2 choses-là. C'est un peu ce que montrent certains jeux vidéo. Et enfin, on a l'environnement comme texte. Donc là, c'est le plus intéressant type des jeux vidéo, c'est l'environnement comme narration. C'est-à-dire que c'est vraiment là où le changement climatique est pris au cœur du jeu vidéo, et c'est ces jeux-là qui sont les pertinents. Et les jeux sérieux dans tout ça. Parce que là, je vous ai parlé des jeux vidéo, je vais pas vous parler des jeux sérieux, juste un qui me semble moins intéressant et que j'ai pu utiliser, c'est Climarisque. Vous avez le pure code si ça vous intéresse, il est gratuit, j'ai aucun intérêt là-dedans, c'est des chercheurs de l'IPSL de Paris qui ont travaillé dessus et des médiateurs scientifiques d'Univers Sciences et l'ITE. C'est un jeu vidéo qui vous propose de faire des choix politiques ou écologiques. Et au bout d'un moment, vous comprenez que, certes, si vous voulez diminuer les ppm dans l'atmosphère, vous devez faire des choix écologiques, sauf que la population n'est pas contente parce que vous la restreignez. Donc vous êtes obligé de faire des choix politiques, mais qui vont à l'encontre de l'écologie et qui vont contribuer au changement climatique. Sauf qu'au bout d'un moment, vous devez gérer et éviter que les degrés augmentent trop. Et au bout d'un moment, si les degrés augmentent trop, ou bien que la population est mécontente, c'est la fin du jeu, game over. La plupart du temps, c'est game over. C'est pas très positif. C'est un peu ce qui se passe en ce moment, c'est un peu game over. On va pas dire ça. Voilà, globalement, ça c'était mon temps. Et maintenant, je vais vous présenter plutôt mon exemple d'utilisation de jeux vidéo en classe à travers Inwa, en story, in Ice and Time. Alors, j'ai choisi moi de faire un jeu vidéo, de choisir ce jeu vidéo-là en particulier, déjà pour plonger mes élèves, je suis enseignant en lycée, dans un univers graphique, et pas un jeu sérieux où l'objectif c'est juste faire des apprentissages. Je voulais déjà qu'ils aient l'impression de s'investir dans un jeu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous présenter le jeu rapidement, puis pourquoi je l'ai sélectionné, mon positionnement et comment je l'ai utilisé. Donc déjà rapidement, Inwa, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est A Story in Ice and Time, in Ice ici, parce qu'on est dans le Grand Nord canadien, la glace, avec justement la population inuit qui le peuple, on va les découvrir. Et in time, pourquoi? Parce qu'on est dans 3 temporalités différentes. Il y en a certains qui ont pu déjà voir qu'il y en a 2, à travers l'atelier que j'ai fait juste avant. Et en fait, tout l'objectif à travers ce jeu, c'est d'avancer et de découvrir ce qui se passe à travers ces 3 personnages. Et il est fondé en même temps sur un mythe, le mythe de Nanyurluk, qui est représenté ici. Donc c'est une sorte d'ours géant, mythique, chez les Inuits. Mythe donc qui a été repris d'une légende orale. Et là, vous voyez, c'est une image promotionnelle que la personne. Ensuite, pourquoi j'ai choisi ce jeu en particulier? Alors déjà parce qu'il prend le parti de questionner la relation entre société et environnement, mais aussi parce que les producteurs le disent eux-mêmes. En fait,
Et là, je reprends leurs mots, ils l'ont fait pour critiquer cette forme de sentiment de domination et de domestication des Blancs sur la nature. Leur objectif, c'est de montrer que nous, en tant que population blanche, mais surtout les populations qui ont colonisé l'environnement au 19e, au 18e, etc., et notamment le Grand Nord arctique, ont détruit leur environnement, continuent à le faire par ailleurs aussi, et que ça a laissé des traces. Et c'est ce qu'ils critiquent à travers ce jeu vidéo-là, et la manière dont les populations inuites ont été laissées, maltraitées aussi, par les populations qui les ont colonisées à l'époque. Par ailleurs, il est intéressant aussi parce qu'il valorise la culture inuite à partir de cette ours, justement, et du mythe qui traverse tout le jeu. Et d'ailleurs, on est confronté à ces inuits tout au long du jeu. Pourquoi aussi? Alors parce que c'est, je me base sur les Collignon, Béatrice Collignon, qui est une spécialiste des Inuits, je ne sais pas si vous savez, voilà. Et elle avait dit, les mythes fondateurs sont inscrits dans les territoires, ce qui conduit à une lecture affective du paysage. Donc ça montre, ils ont tout de suite, les Inuits, une vision plus affective. Et c'est ce qui est intéressant de voir aussi à travers ce jeu avec les Inuits. Alors là, il y a cette image-là, je vous montre du coup aussi comment il représente la supériorité des Blancs sur les Inuits. Bah déjà, les Blancs, les explorateurs, sont tout de suite montrés en tant que dominants dans cette image, et c'est tout de suite ce qu'ils critiquent en fait dans ce vidéo-là. Les Inuits arrivent en fait, pourquoi? Bah, pour les sauver, parce que là c'est des explorateurs de l'expédition Franklin au milieu du 19e qui sont bloqués dans les glaces, et ils sont sauvés par une population qui ne les connaissent pas et avec laquelle ils ne parlent pas la même langue. Une confrontation de deux cultures, et c'est tout ce que... c'est tout à fait. Après, pour aller plus loin aussi, si vous voulez aller voir cet article de Claire Loiseau, paru dans Carto, le numéro 74, il est très bien. Il met en contexte les Inuits, et notamment les pensionnats pour autochtones qui ont été mis en place par les populations blanches lors de la colonisation, et notamment par l'Église, et qui a contribué à ce qu'il y ait des milliers d'autochtones morts à cause de ces pensionnats pour les acculturer à la culture des populations européennes. Pour avoir un aspect plus critique, justement. Parce que vous l'aurez compris, moi je crois plutôt une approche de géographie critique et radicale. Alors quelques travaux sur les Inuits et le territoire, notamment alors les travaux séminaux de Collignon en 95-96 qui a fait une somme sur les Inuits en faisant de l'ethnogéographie, puis les travaux plus récents d'Éric Plon qui lui ont fait des travaux a fait des travaux sur la cartographie participative, la réappropriation des territoires, alors pas des Inuits mais des populations lilloites. En fait, de manière générale, les écrits sur les autochtones de ces deux auteurs m'ont assez intéressé. Par ailleurs, pourquoi est-ce que... moi, comment je me situe? Je me situe plutôt dans l'approche de Collignon et aussi dans celle d'Ingold, l'écologie des liens. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi? Parce que je trouve que les populations autochtones... je le trouve, non, pas. C'est eux qui le disent. Nous sommes autochtones, la durabilité fait partie de l'écologie politique autochtone. En fait, à travers leur culture, leur vision de l'environnement, ils le disent eux-mêmes, eux, seuls, seraient les gardiens de la Terre. Dans leur manière de valoriser l'environnement, de ne pas le détruire, etc., etc. Et donc c'est pour ça que ce jeu m'a interpellé, m'a intéressé aussi, parce qu'il valorise la culture autochtone. Pas forcément la manière dont on cultive l'environnement, mais en tout cas une culture qui est plus proche de l'environnement, qui montre une écologie des liens entre... Il n'y a pas de différence entre nature et culture en fait, tout fonctionne dans un système. Ça me semble important aussi de le rappeler. Et donc maintenant je vais en passer après toute partie introductive, un peu bibliographique aussi que j'ai brossé, à plutôt la présentation donc du manuel L'écran du savoir. Donc c'est Cécile Tri qui va s'en occuper, qui elle est la fondatrice du manuel, et après je vous présenterai mon activité. Donc je vais la laisser parler tout de suite. Bonjour. J'ai créé effectivement une toute jeune maison d'édition de manuels scolaires numériques qui sont pas déclinés du tout, parce que j'entendais souvent dans mes postes précédents chez un compétiteur que les enseignants se plaignaient parce qu'ils ne voyaient pas de plus-value au manuel numérique. Donc vous voyez qu'il y a des exercices interactifs et certains sont différenciés, des vidéos. Par exemple, on voit l'exercice différencié en 3 niveaux et Guillaume vous montrera plus sur son activité. Et le numérique permet donc à la fois de différencier et permet d'avoir des contenus plus originaux. C'est pour ça que j'étais contente que Guillaume accepte. Parce que j'avais que Guillaume d'aller dans votre activité, donc je laisse Guillaume vous présenter son activité. Donc là, on va retourner à Inua, donc l'activité que j'ai réalisée sur Inua et le Grand Nord canadien. Alors je vais vous expliquer un peu comment elle se déroule, le principe de cette activité, et puis après la possibilité aussi que j'ai laissée aux élèves de pouvoir jouer ou ne pas jouer en fonction de si les enseignants ont pu vous expliquer ça. Donc dans un premier temps, assez classiquement, une mise en contexte du Grand Nord canadien à travers une image qui est issue du jeu vidéo et puis une autre qui est issue d'une carte qu'on a réalisée, enfin que
cartographe à réaliser. Voilà, une petite mise en contexte pour qu'ils comprennent où est-ce qu'on se situe et aussi la manière dont on représente à travers un jeu vidéo, qu'on simplifie, etc. Et une question, donc avec les 3 types de questions, enfin la possibilité de mettre par exemple un coup de pouce pour les élèves qui ont le plus de difficultés, présenter et situer la région où se déroule le jeu vidéo et la coup de pouce, comment s'appelle cette région, où est-ce qu'elle est dans l'espace, quel est le statut légal dans cette région, et après en différenciant, en mettant des éléments de complexification en enlevant le coup de pouce. Après la découverte de la bande-annonce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes sur le jeu vidéo pour qu'ils comprennent un peu mieux justement la thématique du jeu, en quoi elle consiste, etc. Et à partir du seul visionnage de la bande-annonce, il y a des questions différentes ici qui sont proposées. Par exemple, décrivez vos impressions, que ressentez-vous, expliquez quelle image des Inuits cette bande-annonce vous évoque. Et après, dans la plus de difficultés, c'est analyser cette bande-annonce et la manière dont elle représente le Grand Nord canadien dans les populations qui la peuplent, par exemple. Ensuite, on leur montre justement ce mythe de Nanurluc que j'ai pu aborder rapidement, enfin qui est abordé dans le jeu vidéo, mais pas forcément très clairement ou autre. Et là, vous avez des images issues du jeu vidéo. Et en fait, pour vous dire aussi que c'est un jeu qui est intéressant aussi, il est assez engagé. Pourquoi? Parce que c'est des Inuits qui ont déjà écrit le contenu de ce conte, qui ont participé au jeu vidéo. C'est aussi des Inuits qui ont composé la musique et qui ont chanté la musique dans le jeu vidéo. C'est pas juste des Français qui se sont dit on va faire ça, youpi youplala, et puis on va tout faire de notre côté sans les appeler les Inuits. Non, ils ont demandé à des populations locales de travailler avec eux, ils les ont rémunérés, ils sont venus en France, etc. Bref, et là par exemple, il y a ce mythe de Nanurluc qui a été retranscrit pour l'occasion avec il y a 10 000 ans, vivait Nanurluc, l'ours polaire géante, un jour poussé par l'ambition et le désir de démontrer leur supériorité. 3 humains l'attaquèrent, après une longue traque, ils la tuèrent, perturbant l'équilibre et l'harmonie entre l'homme et la nature. Et tout de suite là, cette perspective environnementaliste, écologique, écologie des liens dont on abordait juste avant. Et après une question, trace écrite, justement, expliquer le mythe de Nanurluc avec vos propres mots, etc. Ensuite, on passe à la mise en perspective de ce mythe avec la réalité, parce qu'on passe du mythe à la réalité aussi, avec ce qui s'est vraiment passé. L'expédition Franklin, un mystère de l'histoire, un petit extrait qui explique ce mystère, justement. Ils ont disparu, pourquoi ils y ont été. Donc on essaie de mettre aussi une perspective géopolitique à cet événement. Et en demandant aux élèves quel est l'objectif principal qui a poussé les navigateurs à mener l'expédition. Avec en quoi toujours d'actualité, c'est la question la plus difficile, et moins difficile, on met du coup de pouce, qui est l'acteur à l'origine de cette expédition, pour quelle raison cet acteur voulait mener cette expédition, etc. Après on continue, le petit synopsis, qui là enfin permet de clarifier, on a vu la bande-annonce, maintenant on a carrément le synopsis qui explique, donc comme ça les élèves, s'ils n'ont pas compris la bande-annonce, eh ben ils comprennent le synopsis. Et enfin une trace écrite, hop, où on se dit, ok, pourquoi les scénaristes maintenant ils ont décidé de mettre en parallèle le mythe de Nanurluc, d'un côté, avec l'expédition Franklin. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de parler d'un mythe, justement, d'une oursonne qui aurait été tuée par des populations et qui montre la destruction de l'environnement, avec cette expédition Franklin, des intérêts géopolitiques, et on les fait réfléchir. Ils font des hypothèses sur ça. On passe ensuite à la possibilité maintenant qui leur est laissée de jouer au chapitre 1 d'Inoa. Et là, ce qu'on peut faire, ce qui est possible en tant qu'enseignant, au-delà de l'achat de 20 jeux vidéo, si on souscrit à l'Apple School Manager, je crois que ça s'appelle, on peut typiquement avoir ces jeux vidéo-là qui sont à moins 50% pour une classe, en fait. Donc, ce qui peut rendre plus accessible grâce à des crédits laissés pour l'histoire-géographie, par exemple, l'achat de ces jeux vidéo et la possibilité d'y jouer. Et du coup, voilà. Et après, des petites questions sur ce qui se passe. Et enfin, le bilan. On leur demande de faire le bilan de tout ce qu'ils ont compris. Et une ouverture culturelle où là, justement, et c'est ce qu'on m'avait dit au FIJ l'an dernier, je me suis dit oui, c'est vrai. Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de l'éducation artistique et culturelle à partir des jeux vidéo? Pourquoi est-ce qu'on n'étudierait pas la manière dont ils représentent? Et là, c'est la question. Comparer les deux parties de l'image, comment les dessinateurs parviennent-ils à marquer la différence des époques et rendre chacune des temporalités rapidement identifiables graphiquement? Donc là, c'est pour aller plus loin, un petit peu 2AC, c'est obligatoire dans le cadre du lycée. Et ben on leur dit, non là c'est la question, on leur dit justement, ben ok, vous allez étudier cette image, et on voit très bien, c'est facile, hein, il y a des coloris différents, des teintes plutôt, plus ou moins claires, ou plus ou moins un peu obscures, avec aussi un effet de fondu. On voit que ça se reflète, que les temporalités se reflètent, etc. Tout ça, on en discute avec les élèves, et ça fait justement un apport artistique et culturel qui est important aussi quand on parle de jeux vidéo, parce qu'un jeu vidéo, c'est quand même fait pour un but commercial, on doit le vendre, et un but graphique aussi, de créer des univers identifiables graphiquement. Voilà. Donc on les questionne aussi sur ça. Voilà, voilà. Donc je reviens à mon petit diaporama, qui est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Puisqu'en fait c'est fini, tout simplement. Voilà.
La bibliographie qui est là, si vous voulez la prendre en photo, c'est toutes les ressources dont je me suis servi, qui est sur 2 pages. Je vous laisse la première page si vous voulez la prendre en photo. La deuxième page, je la mettrai ensuite, et je vous présenterai juste après ce qui va se passer le week-end prochain, parce que je serai aussi au rendez-vous de Blois sur Assassin's Creed, rien à voir. Parce que j'aime les jeux vidéo autant en jeu qu'en histoire, même si je suis géographe. Vous avez ça, par exemple, cette première bibliographie, et après la deuxième page de bibliographie, avec juste la ressource dont je n'ai pas parlé, qui vient de sortir en 2023. Si le jeu vidéo vous intéresse, vous avez Sciences du jeu numéro 19, sensibilisation et conscientisation par le jeu, justement sur la thématique écologique et autres. Pour conclure, voilà, juste vous présenter ça. C'est l'ouvrage auquel j'ai participé, moi, les usages pédagogiques des jeux vidéo Assassin's Creed, sous la direction de Marc-André Etier et David Lefrançois. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter ou à aller voir sur Internet. Et puis, que vous dire de plus? Merci pour votre écoute.